Les vieux ne parlent plus ou seulement parfois du bout des yeux chantait Brel. À l'époque, on disait vieux, on ne parlait pas de grand âge, ou on ne disait pas rien. Toujours est-il que l'on veut tous bien vieillir, retarder ou compenser les effets du vieillissement naturel. Alors comment faire ? Quels sont les services, les accompagnements ? En qui avoir confiance en pleine relance du scandale Orpea ? On en parle dans cette nouvelle conférence santé dans Pays Basque. Nous sommes toujours en public, toujours depuis ce magnifique espace océan d'Anglette qui nous accueille si bien, on les remercie. Pierre Sabatier, vous êtes le chef de l'agence Sud-Ouest du Pays Basque et pour cette nouvelle conférence, donc, vous avez invité un certain nombre d'experts, je vous laisse les présenter. Oui, nous avons autour de la table le docteur Franck Lamouliat, vous êtes chef du pôle gériatrie du centre hospitalier de la Côte Basque, bonjour. Frédéric Arrivon, vous êtes la présidente du réseau des EHPAD du Pays Basque et directrice d'un EHPAD public. On va voir dans quelques minutes que la nuance est importante, la précision est importante. Claude Olive, on ne vous présente pas ici, vous êtes chez vous, vous êtes le maire d'Anglette, mais vous intervenez surtout avec nous aujourd'hui en tant que premier vice-président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques en charge de l'autonomie. Et puis Cécile Delahaye, vous êtes chargée de projet à la société Adefim Santé. Alors, Madame Arrivon, vous représentez un réseau d'EHPAD privés, publics, associatifs. Il y a un an, sortait la première version des Fossoyeurs, une enquête qui est dénoncée chez Orpea de la maltraitance des salariés malmenés, de l'argent public dilapidé. Aujourd'hui sort le tome 2, en tout cas au moment où on enregistre ce programme, qui notamment remet une couche sur les agissements d'Orpea. Quels sont les mesures que vous avez prises? Quels sont les nouveaux engagements? Y a-t-il eu un virage il y a un an? Tout d'abord, je vous remercie beaucoup de me poser cette question. Je m'y attendais fortement. Alors, n'oubliez pas que 2023, c'est l'année du grand âge et de l'autonomie qui est une cause nationale pour 2023. Comme vous l'avez dit à juste titre, Orpea est un EHPAD privé. Moi, je dirige un EHPAD public et je représente le réseau des EHPAD Pays Basque, qui sont 42 EHPAD privés, publics et associatifs. Il faut savoir une chose, c'est qu'avec le réseau Béarn, nous sommes uniques en France. Donc, pour en revenir à ce que vous me disiez, qu'est-ce que vous avez appris, qu'est-ce que vous avez remis en cause? Moi, j'aurais une chose à vous dire, c'est que si vous suivez déjà les bonnes pratiques, les recommandations que l'on reçoit de nos différentes instances, il n'y a pas de remettre en cause. Je veux dire, si déjà on applique les lois, si on applique les textes, si l'on fait ce pourquoi on est nommé, pourquoi on est en poste, il n'y a pas de remise en cause. Bon, ça, c'était le cas déjà avant. Il y avait déjà des textes, il y avait déjà des règles. Elles n'ont pas toujours été suivies. Je crois même qu'aujourd'hui, la moitié des EHPAD privés ont toujours, on remarque des anomalies financières entre, voilà, on parle de la tarification, bien sûr. Est-ce que vous n'avez pas eu des réunions de crise, des moments où il faut quand même... Vous avez dit quelque chose d'intéressant. Les EHPAD publics, les EHPAD privés, anomalies financières. Je peux vous dire que quand vous dirigez un EHPAD public ou un EHPAD associatif, franchement, vous ne pouvez pas faire d'anomalie financière. Il faut savoir une chose, c'est que le prix de journée est fixé par le conseil départemental, que le prix, les soins, ce sont des chiffres, ce sont des dotations soins qui sont fixées par des dotations Pathos et GMPS. Les publics et les associatifs, nous sommes contrôlés, nous rendons des comptes. Donc, ce que je veux vous dire par là, c'est que je reviens là-dessus, je me dis, si nous, on n'a pas les moyens de le faire, et même si on en avait les moyens, nous ne le ferions pas. Parce que nous sommes tous en poste, nous les directeurs, nous avons une déontologie et que je partage avec tous mes collègues ici présents dans la salle. Mais est-ce qu'il s'est passé quelque chose, puisque vous représentez aussi un réseau qui gère des EHPAD privés notamment? Est-ce qu'il s'est... Attention, on ne gère pas. Pardon, vous présidez. En tout cas, vous présidez un réseau. Je ne gère pas. Voilà, présidez un réseau dont font partie des EHPAD privés. Est-ce qu'avec ces EHPAD privés, vous les avez convoqué, vous avez discuté, on ne convoque pas non plus j'imagine, mais en tout cas vous êtes mis autour d'une table pour vous dire bon, est-ce qu'il y a des choses à dire, est-ce qu'on peut améliorer, est-ce que ne serait-ce que sur la communication, j'imagine que ça a été compliqué après. Alors le réseau EHPAD Pays Basque, nous réunissons en conseil d'administration, en bureau, nous faisons des assemblées générales. Pas de réunion de crise.
Mais pourquoi moi, je n'ai aucune... Mais écoutez, moi, je ne suis que présidente d'un réseau. Chaque EHPAD est souverain. Je ne vais pas faire de réunion de crise avec mes collègues de Colisée. Je ne vais pas faire de réunion de crise avec les 3 EHPAD privés de Biarritz. Nous avons ensemble, nous faisons des formations ensemble, tous ensemble, nous mettons en commun des formations pour que nos personnels aient la même déontologie, les mêmes bonnes pratiques professionnelles. Et il faut savoir une chose, c'est que notre réseau est une association. Et je n'ai pas à faire de réunion de crise, je n'ai pas à m'insérer. Après, c'est vrai qu'au sein du réseau, nous avons une charte et que la personne qui ne suit pas cette charte, qui ne signe pas et qui ne suit pas cette charte, nous avons dans nos statuts le droit de lui dire que nous ne partageons pas les mêmes valeurs et que nous ne la garderons pas. Mais au sein du réseau EHPAD Pays Basque, qui représente 2500 lits, la question ne s'est pas posée. Parce que sur toutes les formations communes, sur toutes les rencontres que nous faisons avec les institutions, que ce soit l'ARS et le conseil départemental, tout le monde est autour de la table. Nous avons vraiment nous partageons vraiment des valeurs communes, des valeurs gérontologiques communes. Est-ce que vous avez en revanche senti de la part du public, des proches, des familles, il y a une enquête qui montre que 2 Français sur 3 aujourd'hui se disent inquiets face au risque de maltraitance en EHPAD. Est-ce que ça, vous l'avez ressenti? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Par contre, alors tout à fait. Alors en effet, des familles ont été inquiètes, des familles ont été beaucoup plus soupçonneuses, des familles sont venues nous poser beaucoup plus de questions. Alors il faut savoir que dans chaque EHPAD, nous avons ce qu'on appelle un conseil de vie sociale qui doit se réunir 4 fois par an. C'est la représentation des familles, du personnel au sein de l'EHPAD. Et nous avons été extrêmement clair et nous avons pu répondre à tout le monde. Et ceci sans aucun souci. Mais je vous assure, oui, des familles ont été inquiètes. On répond à toutes les questions. Nous travaillons bureau ouvert et nous répondons aux questions. Claude Olive, Emmanuel Macron tarde à sortir sa loi. Vous avez dit, en effet, c'est une cause nationale, le grand âge. Mais en tout cas, la loi, elle a été promise pendant le premier quinquennat. Là, a priori, la loi sur le grand âge ne devrait pas sortir, ou alors peut-être que vous avez d'autres informations. Est-ce que, selon vous, en tant que maire et premier vice-président du conseil départemental en charge notamment de l'autonomie, est-ce que vous avez l'impression que cette question du grand âge est relayée? Est-ce qu'il y a une forme de mépris aujourd'hui par rapport au grand âge? Bien. Alors d'abord, je voudrais m'associer à ce que vient de dire madame, parce que c'est pas parce qu'il y a un voyou dans le lot qu'on est tous des voyous. Ça marche pas comme ça. Aujourd'hui, c'est parce que c'était un sacré voyou quand même. C'était un gros réseau. Ça, j'ai pas de souci avec ça. Mais on peut pas associer tout le monde. Voilà, il y a un voyou et tout le monde n'est pas voyou. Et je peux vous certifier que le premier vice-président que je suis, qui est en charge de l'autonomie, je vois Mme Blanzaco ici devant moi, avec l'ARS, on passe à peu près dans tous les établissements. Je peux vous dire qu'ici, il n'y a pas de voyous. Voilà, très clairement. Il n'y a pas de voyous. Je voudrais vous répondre par rapport à la loi grand âge. Ah oui, c'est l'Arlésienne. Ce n'est pas sous le quinquennat Macron, c'est sous le quinquennat Hollande. Et on l'attend toujours. Et on désespère de l'avoir arrivé. Et Dieu sait si aujourd'hui l'actualité peut nous démontrer qu'on a besoin d'être aidé pour nos aînés, parce que c'est ça. Alors est-ce que c'est du mépris? Est-ce que c'est autre chose? Ça, je vous laisse libre à chacune et à chacun d'entre vous. A priori, ça n'a pas l'air d'être essentiel pour ceux qui nous dirigent. En tout cas, pour ceux qui sont sur le terrain, comme nous, c'est-à-dire les conseillers départementaux, les maires, qui sont en charge du bien vivre, parce que c'est ça dont il s'agit. C'est ça dont il s'agit. On est un peu désemparés parce qu'on en aurait tellement besoin. Parce qu'aujourd'hui, la difficulté qu'on a pour gérer le bien vivre chez nos aînés, d'abord, vous rappelez qu'à peu près 8 personnes sur 10 veulent vieillir chez eux, à domicile. Et donc, il faut se donner les moyens de répondre à cela aussi, avec les aides à domicile que l'on met en place. Et donc, c'est compliqué. Bien évidemment qu'on aurait besoin d'avoir une loi grand âge pour venir accompagner au mieux nos aînés, avec
Alors une loi avec des moyens dans la loi, parce que c'est ça qui nous manque, c'est des moyens. C'est revaloriser les métiers, mettre en avant ce travail gigantesque que font les EHPAD ou les aides à domicile, parce que c'est ça qu'il faut faire sortir. C'est valoriser les métiers, payer les métiers et attirer des nouvelles personnes pour venir accompagner nos aînés. C'est ça dont on a besoin. Alors, bien sûr qu'on attend cela. Revenir en tout cas, sur vous l'auriez fait avant la réforme des retraites. Ah, moi, je me serais d'abord occupé de ça, parce que je pense que c'est une question prégnante dans la société, aujourd'hui, française. On a un vieillissement de la population, et si on n'est pas capable de regarder ça en face de nous, ben, je ne sais pas, on ne vit pas dans le même pays. Donc, à un moment donné, nos aînés, qui ont passé toute leur vie à travailler, toute leur vie à élever leurs enfants, et ils ont, je crois, avoir un peu de gratitude et un peu d'attention. Je pense qu'il aurait fallu commencer par ça. Mais je vous dis, gouvernement Hollande, quinquennat Hollande, ça fait un moment qu'on nous... Allez, je vais oser le mot, qu'on nous balade avec la loi grand âge. Ouais. Et Dieu sait si on en a besoin, et Dieu sait si on l'attend. On revient sur ce chiffre, Pierre, 80% des Français qui, en effet, souhaitent vieillir chez eux. Oui, et en juin, du côté de l'hôpital, monsieur le docteur Lamouliate, vous avez lancé une plateforme téléphonique qui favorise le maintien à domicile. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous l'avez lancée comment ça marche et quels sont déjà les premiers retours que vous en avez? Oui, effectivement, au mois de juin, on a débuté une plateforme téléphonique pour coordonner les soins des personnes âgées et améliorer le lien ville-hôpital. En fait, par l'intermédiaire de cette plateforme, les médecins généralistes, les médecins coordinateurs d'EHPAD et l'ensemble des médecins spécialistes de ville peuvent joindre directement un gériatre au téléphone, ce qui va leur permettre de pouvoir avoir rapidement un avis gériatrique. Et s'ils souhaitent hospitaliser le patient, ça va leur permettre de discuter de l'intérêt de l'hospitalisation et de savoir si le patient ne passe pas les urgences ou si plutôt on peut le prendre directement en court séjour de gériatrie. Donc cette plateforme, ça permet d'éviter certaines hospitalisations qui nous semblent inappropriées et ça permet également d'éviter les passages par les urgences. On en est maintenant à 7 mois environ d'activité. Si on regarde les chiffres, on a environ 530 appels. Et sur ces appels, on a 33% de ces appels, de ces patients qui ne sont pas orientés vers les urgences, mais qui viennent directement en cours sur le gériatrie. Et 44% de ces appels qui ont pu être maintenus sur le domicile à la suite de l'appel, grâce au travail de cette plateforme, avec l'avis médical et aussi grâce au travail des infirmières de cette plateforme qui, avec le médecin traitant, mettent des aides en place à domicile, que ce soit des aides infirmières, des aides ou des aides matérielles. Donc ça paraît efficace. Ça paraît, sur le premier fiche que l'on a, ça paraît effectivement très efficace et ça rend tout à fait sa mission. Et là encore, le médecin traitant est un pilier important, hein, c'est-à-dire que c'est vraiment le vecteur, celui qui va pouvoir mettre cette machine et cette plateforme en route pour que ça fonctionne bien. Oui, effectivement, c'est le médecin de ville qui va appeler sur cette plateforme pour discuter avec le médecin gériatre de l'orientation du patient. La communication avec ces médecins traitants, c'est-à-dire que vous avez facilement accès à eux et vous pouvez les sensibiliser sur cette plateforme facilement? Alors là, ça fait 6 mois qu'on a commencé l'activité. On a effectivement débuté la communication via la CPAM et également tous les patients, quand ils sortent du service, ont joint avec le courrier de sortie comment s'appelle avec un formulaire. Un formulaire, voilà, pardon, excusez-moi, un formulaire avec les coordonnées de cette plateforme et les missions de cette plateforme. Cécile Delahaye, vous, on parlait de maintien à domicile. Vous, à votre niveau, vous y participez et contribuez également avec la Société des Films Santé, puisque vous proposez d'installer des équipements sur les territoires pour que justement les gens aient moins de kilomètres à faire pour aller vers l'hôpital ou vers un autre centre et qu'ils trouvent justement les praticiens dont ils ont besoin pour se soigner. Tout à fait, bonsoir. Tout d'abord, merci de nous avoir conviés à cette table ronde. La vraie question, c'est comment nous, en tant qu'opérateurs privés, on peut contribuer à résoudre une problématique de santé publique. Comment on peut mettre notre pierre à l'édifice. Aujourd'hui, nous, on est au service des professionnels de santé et des collectivités territoriales, justement, pour proposer des structures et des équipements d'exercice coordonnés,
justement pour permettre de résoudre en partie ces enjeux de santé publique. Comment on travaille ? Aujourd'hui, on a la capacité de rassembler les professionnels de santé, donc soit à la demande des institutionnels, soit à la demande des praticiens, d'un ou plusieurs praticiens, soit grâce à un outil qu'on a développé, un outil d'ingénierie santé en interne, grâce à nos équipes, justement, qui nous permettent de rassembler l'ensemble de ces professionnels de santé pour pouvoir concevoir un projet de santé des praticiens qui permettra d'identifier un secteur qui soit urbain, périurbain, rural, doté, sous-doté, justement pour identifier le besoin. En fonction de ce projet de santé et de la localisation ciblée, on définira la structure adaptée aux professionnels de santé qui permettront de les accueillir par la suite, dans lequel ils pourront concrétiser leur projet de soins. Ça permet d'éviter un peu les déserts médicaux. Ça permet effectivement de redonner accès aux services de proximité, aux services de soins de proximité dans des secteurs qui en sont peut-être déficitaires. Et effectivement, ça permet de maintenir pour la population et nos aînés, justement, de maintenir l'autonomie à domicile et de leur permettre d'avoir un accès direct sans faire des kilomètres pour se rendre dans des structures. Donc ça, c'est effectivement c'est ce qu'on propose à ce jour. Le but aussi, c'est que pour les praticiens, aujourd'hui, leur cœur de métier, c'est le soin, c'est de leur permettre de faciliter l'exercice professionnel. Pour les établissements de santé, c'est de contribuer également à désengorger les services des urgences et de compléter une offre de soins qui est déjà existante, voire d'améliorer le parcours quand il existe. Et pour les collectivités locales, aujourd'hui, on est en capacité de proposer une assistance de maîtrise d'ouvrage directe dans la création des maisons de santé pluridisciplinaires. Vous êtes vraiment en complément des structures qui existent déjà, vous apportez un plus. Nous, la réponse qu'on peut apporter aujourd'hui, c'est le déploiement des moyens. Et on est l'outil qui permettent aux praticiens de santé de concrétiser leurs projets de soins pour répondre à un enjeu de santé publique. Madame Arrivon, je reviens vers vous. On a bien entendu tout à l'heure qu'il y avait un enjeu financier, hein, bien sûr. L'EHPAD, ça peut être cher pour les résidents, c'est très cher à faire fonctionner, d'autant plus actuellement avec l'augmentation des prix de l'énergie, de l'alimentation. Je crois que vous avez besoin d'un petit peu d'aide du département et on s'est dit qu'on allait peut-être profiter de ce rendez-vous pour demander des aides complémentaires. Je ne sais pas si M. Olive a pris son chéquier, mais enfin, du moins celui du département. J'ai ma carte bleue, mais il n'y a pas de distributeur. Ça passe. Non. Elle est équipée. Oui. Alors, un EHPAD, on va parler du fonctionnement des EHPAD publics et associatifs. Je tiens beaucoup à ce qu'on précise que le prix de journée est fixé par le département pour les établissements qui sont habilités à 100% à l'aide sociale. Ça veut dire que sur le territoire, toute personne qui rentre dans un EHPAD, les revenus ne sont pas un mode de sélection. Nous regardons d'abord le résident, est-ce qu'il va pouvoir être bien chez nous, parce que n'oubliez pas que nous sommes des lieux de vie. On se transforme un petit peu en USLD parce qu'on a vraiment des résidents qui ont des pathologies, unités de soins de longue durée, qui ont des pathologies assez graves. Mais là, je me tournerai vers le docteur Lavouillat. Mais il faut se tenir compte, c'est que le prix de journée, qui est entre 55 et 58 € par jour, est fixé par le département. C'est-à-dire que, parce que pour ceux qui ne peuvent pas payer, c'est la solidarité départementale qui va prendre en charge le coût de la personne. C'est vrai que ça ne parle pas forcément. Moi, par exemple, ça ne me parle pas trop. Alors, 58 €, je vois ce que c'est, mais je ne vois pas ce que coûte un établissement. En moyenne, un EHPAD sur le territoire, l'APA étant pris en charge par le département, si vous prenez le prix de journée et le ticket modérateur, on est entre 1 800 et 1 900 € par mois, par résident. Donc vous avez des résidents à titre payant qui vont assumer leur prix de journée et qui est le fruit de leur travail, le fruit de leur retraite. Et c'est pour ça aussi qu'on a beaucoup de respect pour les résidents, parce qu'un EHPAD fonctionne aussi grâce à eux, parce que s'ils n'étaient pas là, nous, on n'aurait pas de travail, ça, il ne faut pas l'oublier. Et ensuite, ceux qui ne peuvent pas assumer, écoutez, il y a la solidarité départementale. Et donc, le département est très solidaire ?
Mais le département, si par exemple, j'ai des collègues qui ont 80% de personnes à l'aide sociale, le département paye pour les 80% à l'aide sociale. Mais un résident, le département peut abonder de 500 € par mois, de 1 000 € par mois, de 200 € par mois. Cela dépend des revenus du résident et des revenus des obligés alimentaires. On va vous formuler la demande. Est-ce qu'il est généreux ce département, 58 € par jour, est-ce que c'est suffisant? Est-ce que vous avez imaginé avec la conjoncture actuelle de l'augmenter? Il y a plusieurs choses sur le mode de financement. Vous en avez très bien parlé, madame. Bien évidemment, c'est les taux directeurs. Mais on a quelques moyens supplémentaires qui peuvent se déployer dans le cadre du CEPOM. Le CEPOM, c'est du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens. On travaille en bilatéral avec les établissements, justement pour essayer de les accompagner, de les aider. Vous avez parlé tout à l'heure de l'APA avec ce fameux point GIR. C'est ce point GIR qui va donner le prix global, parce qu'on peut être GIR 1, c'est-à-dire le plus important, au GIR 6, qui est le moins important. Et on a une valeur du point GIR de 7,88. On est le 12e en France. Je ne suis pas comptable, je ne suis pas tout ce que vous dites. Ça a l'air pas mal. Ça a l'air pas mal, c'est jamais suffisant. Mais en tout cas, quand vous mettez tout bout à bout, bien évidemment, on arrive, alors pas peut-être aux attentes des uns et des autres, mais on n'a pas à rougir de ce que fait le département. Je vais vous donner 2 chiffres. Le budget global des solidarités humaines au conseil départemental, c'est 435 millions d'euros par an. Ça veut dire que concrètement, chaque jour, samedi, dimanche compris, on engage plus d'1 million d'euros. Pour la dépendance, 100 millions d'euros par an. Et concernant les personnes âgées, elles sont pas, les EHPAD plus particulièrement, il n'y a pas un budget moindre que dans d'autres secteurs. Je pense que sur la dépendance, on est exemplaire. Quand vous disiez tout à l'heure qu'il y a eu des difficultés dans les établissements par rapport à ce qu'on a vécu chacun à notre place sur la crise énergie, on a travaillé avec les réseaux des EHPAD et on est venu donner un soutien financier pour qu'ils puissent passer ce cap. Ça va au-delà de tout ce que je viens de vous dire. Donc on a accompagné une fois de plus pour essayer de passer ce cap. C'est pas facile, on a tous vécu une période très compliquée. J'espère qu'elle est derrière nous, en tout cas je le souhaite, mais il a fallu faire face à tout ça. Aujourd'hui, la difficulté qu'ont les établissements, c'est trouver du personnel. On a été jusqu'à créer des postes d'apprentis. Le reste à charge est pris totalement par le département. Enfin, on donne des moyens que peu de départements, moi je vous invite à se comparer, que font. Et vous pouvez regarder. Merci. On va écouter Franck Lamouliat sur le CHCB. Vous mettez en place plein de choses. On a parlé tout à l'heure du vieillir, ok, mais bien vieillir. Et ça passe notamment par la prévention. Vous avez ouvert des hospitalisations de jour. Quel type de prévention? On va essayer de les énumérer assez rapidement pour vous entendre aussi sur d'autres choses. Ça passe effectivement par la prévention. Ça passe par une bonne prise en charge. Ça passe par éviter les hospitalisations trop longues aussi. Donc c'est dans ce contexte qu'on a mis en place des hôpitaux de jour avec de l'activité de cardio-gériatrie d'abord pour recevoir le patient, principalement les patients insuffisants cardiaques, qui pourront avoir sur cet hôpital de jour un bilan gériatrique pour dépister les fragilités et prendre en charge ces fragilités, et un bilan cardiologique. Et à la fin de cette hospitalisation, on se retrouve avec le cardiologue pour réaliser une synthèse. Et ça permet d'optimiser la prise en charge thérapeutique, d'améliorer l'état fonctionnel du patient et d'éviter des réhospitalisations. On a également mis en place un hôpital de jour ostéoporose pour les patients qui sont à risque de chute et pour les patients qui ont déjà présenté une fracture d'origine ostéoporotique. Là, on refait également un bilan gériatrique, une évaluation gériatrique, et on fait un bilan biologique, une ostéodensitométrie. Et là, on discute après de la mise en place d'un traitement
anti-ostéoporotique. Alors là, ça commence à devenir un petit peu compliqué, mais est-ce Oui, que, pour moi, est-ce que là encore, ce sont les médecins en fait qui sont sensibilisés à la prévention des personnes fragiles à risque, parce que a priori, personne n'a envie d'aller à l'hôpital pour faire de la prévention quand il se sent en parfaite santé. Alors nous, on a les patients qu'on voit en consultation, qu'on peut orienter ensuite vers ces hôpitaux de jour, et également la communication auprès des médecins traitants. Et effectivement, le médecin traitant, il a toujours un rôle pivot sur la prise en charge des patients, sur la prévention. Et on a également une équipe mobile de gériatrie qui peut se déplacer sur le domicile, qui est très en lien avec les EHPAD et très en lien également avec les médecins traitants pour diffuser tout ce qui est prévention et tout ce qu'on peut faire également sur notre pôle de gériatrie. Vous parlez aussi d'accompagnement avec de la médecine douce, de la musique, du sport. C'est des choses qui permettent aussi de se soigner? Oui, tout à fait. On développe ça principalement sur nos EHPAD et sur nos unités de soins de longue durée. Alors, c'est la médecine douce ou plutôt de la prise en charge non médicamenteuse. Donc, c'est tout ce qui est musicothérapie, art-thérapie, également des séances de gym douce. Et ça permet pour les patients qui ont des maladies d'Alzheimer ou des maladies apparentées, de diminuer les troubles du comportement qu'ils peuvent avoir et de prendre en charge l'anxiété, et ça améliore aussi leur humeur. Et là, vous travaillez directement avec des spécialistes de musique ou de sport, c'est évidemment pas les praticiens qui le font en direct. Des spécialistes de musique, des spécialistes de sport, des médecins formés, des animateurs et des psychologues. Oui, c'est ça. Vous voulez aussi, je crois, développer l'accompagnement psychologique? Oui, sur l'ensemble de nos structures, effectivement, on pense qu'on a besoin d'un accompagnement psychologique parce qu'on a des patients souvent très fragiles, des fois des annonces de mauvaises nouvelles et des patients qui présentent des maladies d'Alzheimer, maladies apparentées, avec des troubles du comportement, qui ont besoin d'un soutien psychologique ainsi que leur famille. La prévention auprès de ces personnes aussi peut permettre, vous parliez de la maladie d'Alzheimer, on ne peut pas en guérir. Néanmoins, le savoir suffisamment précocement, ça change quoi pour un patient? Alors, c'est vrai qu'on pense qu'il est important de diagnostiquer les maladies d'Alzheimer et les maladies apparentées et d'essayer de les diagnostiquer suffisamment tôt. Donc nous, on a mis en place des consultations mémoire. Alors encore une fois, le médecin traitant, il a un rôle pivot parce que c'est lui qui va commencer à voir ou qui aura la première consultation pour les troubles de la mémoire, pour les troubles de l'orientation. Et ensuite, en consultation mémoire, on pourra poser un diagnostic, et ce qui permet après d'élaborer un suivi du patient avec une prise en charge par un orthophoniste, avec l'aménagement du domicile, avec la prévention des chutes pour ce patient. Également, l'entourage sera au courant du diagnostic et comprendra les comportements du patient. Et il faudra rapidement débuter un suivi de l'aidant. Parce que les dents, c'est des gens qui sont fragilisés par cette situation. Et donc, il faut essayer d'amener les dents vers les consultations médicales ou vers les consultations de suivi de l'aidant pour pas qu'ils se sentent isolés, pour pas qu'ils développent de syndrome dépressif et qu'ils s'occupent aussi de leur santé. C'est ce qu'on a développé aussi sur le CHCB. Côté ADEFIM, est-ce qu'on peut imaginer dans les équipements que vous proposez d'avoir aussi des musicologues, des sportifs, des psychologues, des sophrologues, que sais-je, en tout cas des personnes qui peuvent accompagner les praticiens pour aider les soins? Nous, d'ores et déjà, chaque structure d'exercice coordonné, sa destination principale de santé. Ce n'est pas un bureau tertiaire dans lequel on met d'autres activités. D'où l'importance de préparer le projet de santé avec les praticiens, de savoir quel est l'objectif final à atteindre et quelles les interactions possibles avec les établissements de soins pour compléter l'offre de santé et le parcours de soins, justement. Est-ce que vous avez donc de plus en plus de demandes de ce type? On a énormément de demandes. Charge à nous de rassembler l'ensemble des professionnels et d'avoir une logique de parcours de soins au sein même de ce pôle de santé qui bénéficiera au final aux établissements et qui sera juste complémentaire.
Très bien, merci à tous d'avoir participé à cette conférence. Merci de nous avoir suivis. Vous avez 2 autres conférences santé à disposition sur sudouest.fr, une qui concerne l'amélioration de la prévention pour tous et l'autre où nous découvrons comment les établissements de santé se réinventent aujourd'hui. Merci à tous.